Prenez soin de vous avec le groupe Vive et votre programme La Santé d'abord. Groupe Vive, entrepreneur du mieux vivre. Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de La Santé d'abord, l'émission qui préfère prévenir plutôt que guérir. Et aujourd'hui, nous allons parler de la santé de vos yeux, un précieux capital mis à rude épreuve ces dernières années par l'évolution de nos modes de vie. Et je ne vous apprends rien si je vous dis que le premier responsable, bien évidemment, ce sont les écrans que nous surconsommons, et ce, quel que soit l'âge. Alors, loin de nous, bien sûr, l'idée de vous interdire les écrans. En revanche, il est possible de protéger ce capital par des mesures simples de prévention et surtout par un dépistage précoce. Voilà, votre santé visuelle, on en parle aujourd'hui sur le plateau de La Santé d'abord. Alors, je le disais en introduction, les yeux des Français souffrent. D'ailleurs, 57% d'entre eux se disent aujourd'hui préoccupés par leur santé visuelle, d'après une étude Ipsos réalisée en 2022. Alors, quels sont les troubles de la vue les plus fréquents et leurs conséquences? Peut-on parler aujourd'hui d'une épidémie de myopie chez les jeunes? Pourquoi le dépistage est-il aussi défaillant en France? Et enfin, quelles sont les innovations et les bons réflexes à adopter pour améliorer notre vue? Eh bien, autant de questions que je poserai aujourd'hui à mes invités sur le plateau de La Santé d'abord. Anaïs Houpert, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice des magasins, opticienne et optométriste. Et docteur Jean-Michel Bosc, bonjour. Bonjour. Vous êtes ophtalmologue à Nantes. Tout à fait. Bonjour à tous les deux en tout cas. Alors, 2 Français sur 3 souffrent aujourd'hui d'un problème de vision tel que la myopie, hypermétropie, astigmatisme. La métropie, ce sont des troubles de la réfraction des rayons lumineux qui vont perturber la netteté de l'image au niveau de la rétine. Et puis il y a aussi les troubles liés au vieillissement de l'œil tels que la presbytie, la cataracte ou encore la DMLA, la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Alors, on va parler d'abord de la myopie qui est le trouble le plus fréquent des amétropies puisque 33% de la population serait concernée aujourd'hui en Europe occidentale, un chiffre qui aurait triplé quand même, rappelons-le, au cours de ces 30 dernières années, avec un âge d'apparition plus précoce. Alors, que se passe-t-il quand on est myope? On va voir sur un schéma où se forme l'image, docteur Bosc. L'œil est trop long ou trop convergent. Chez le sujet jeune, c'est plutôt l'œil qui est trop long. Quand on développe une cataracte, le cristallin peut augmenter son indice de réfraction et devenir trop convergent et créer une myopie liée à l'apparition de la cataracte. Alors, on regarde ce que voit un myope, parce qu'en fait, le myope ne voit pas de loin. Ça, c'est la définition optique. Il faut savoir que cette image qui se forme de loin, quand on va se rapprocher de l'objet que l'on veut voir, l'image va commencer à reculer. Et à un moment donné, elle va se focaliser sur la rétine. Et c'est à cet instant-là qu'on verra net. Pour faire simple, la distance à laquelle on voit net est l'inverse de la puissance de la myopie. Si vous voyez net à 1 mètre, vous êtes myope de -1. À quel âge apparaît la myopie en général? Alors, ça peut apparaître très jeune, mais globalement, on commence à la dépister à l'entrée en maternelle. Voilà, mais plus la myopie va démarrer tôt, plus elle risque d'être forte. Certains experts parlent justement d'une épidémie de myopie, que ce trouble pourrait concerner plus de la moitié de la planète en 2050, en particulier les jeunes. Alors, info ou intox, est-ce qu'on a raison de s'inquiéter? Je pense que c'est sous-estimé. Voilà, c'est comme les prévisions météorologiques, ou le réchauffement climatique. Il suffit de regarder ce qui se passe dans le sud-est asiatique, mais ils sont tous myopes. Voilà, c'est 95% de la population. Anaïs, justement, qu'est-ce qu'on pourrait donner comme conseil de prévention pour freiner, en tout cas pour limiter l'apparition d'une myopie chez un jeune? Alors nous, les premiers conseils qu'on donne en magasin, c'est du coup passer le moins de temps sur écran, mais surtout le plus de temps en extérieur, parce qu'il y a différentes études effectivement qui montrent qu'un enfant devrait passer au minimum 1h30, voire 2 heures en extérieur. Bien limiter aussi les distances de lecture, parce que souvent, quand on est sur des écrans, sur des choses qui sont petites, la tendance c'est de rapprocher, mais plus on rapproche, plus ça nécessite une accommodation, et plus c'est difficile de relâcher cette accommodation en vision de loin. Donc moi, ce que je dis à tous nos petits clients, c'est vraiment de se dire... on met son bras à l'équerre, et si on est plus proche qu'un bras à 90 degrés, c'est que cette distance, elle n'est pas bonne. Donc ça, il faut être vigilant, et c'est vrai que
le dire aux parents, mais aussi sensibiliser au niveau des écoles, puisque c'est aussi là où ils passent du temps en vision de près. Oui, l'idée, c'est de solliciter le plus possible leur vision de loin. Exactement. Oui. Pour ça, aller en extérieur. Bon, et la bonne nouvelle, on en parlait, c'est que l'on peut aujourd'hui freiner l'évolution d'une myopie chez un enfant ou un adolescent grâce à des verres révolutionnaires qui sont disponibles en France depuis un an. Leur nom, MyoSmart, cette innovation en matière de verre optique, nous vient du Japon. Regardez, c'est un sujet de Cédric Manet et de Nick Ressman. Il est présenté comme une révolution. Le MyoSmart est un verre de contrôle de la myopie, proposé en France depuis un an. C'est un verre qui va permettre en fait de freiner l'évolution de la myopie. Il faut savoir que plus une myopie débute tôt et plus elle a des chances d'évoluer. Et on peut se retrouver avec de fortes myopies de l'ordre de -6, même au-delà. Il faut savoir qu'à partir d'une myopie de -6, on est sur un œil qui est très allongé et donc qui est beaucoup plus à risque. Car l'œil myope est généralement plus long. L'image d'un objet éloigné se forme en amont de la rétine. C'est pour ça qu'il est perçu flou. Donc ce verre-là va permettre, en plus de pouvoir corriger le défaut visuel de la myopie, de freiner son évolution. Au fil des années, l'œil s'allonge. Ralentir l'allongement de l'œil, c'est exactement ce que fait le verre MyoSmart. On va vraiment avoir une petite zone au centre de ce verre qui va avoir la correction parfaite de la myopie. Et tout autour, on va avoir des petites alvéoles. Ces petites alvéoles vont créer un défocus qui va permettre d'amener l'image en avant de la rétine et de limiter cet effet élongateur qu'ont les verres classiques de correction de la myopie. Les ophtalmologues préconisent tout de même de faire des pauses loin des écrans et de passer au moins 2 heures par jour à l'extérieur pour stimuler une vision lointaine. Oui, bien sûr, ça ne va pas empêcher la prévention. Docteur Bosc, vous aviez entendu parler de ces verres. Vous les utilisez fréquemment ? Voilà. Je pense que, alors je vais être caricatural, mais ne pas prescrire ce type de verre chez un jeune enfant qui démarre une myopie, on peut se demander si on ne fait pas une faute médicale ou au moins une faute éthique ou humaine en disant voilà, on n'a pas donné le maximum de chance à ce patient. D'accord, mais ces verres sont plutôt... Les études cliniques sont formelles et c'est la première fois. Je veux dire, ça n'a pas été fait sur 3 patients ou à titre publicitaire. C'est prouvé que ça marche, que ça ralentit. Donc, je dirais, ce sera aberrant de ne pas proposer ce type de traitement. C'est un traitement, ce n'est pas uniquement des lunettes. Anaïs, j'imagine que vous voyez, vous, les résultats sur le terrain. Effectivement, on en voit de plus en plus, de prescriptions et c'est bien. On se rend compte effectivement que quand les patients reviennent, parce que là, on commence déjà à en voir à 6 mois des enfants qui sont vus plus régulièrement avec des myopies fortes, on se rend compte qu'effectivement, par rapport aux précédentes lunettes, il y a une évolution qui est bien moindre. Donc, c'est vraiment quelque chose, un plus qui va être gagné, puisqu'on sait que plus une myopie, elle commence tôt et plus elle risque d'être forte. Donc on se dit que tout ce qu'on a pu freiner, c'est une petite victoire pour l'enfant et pour les parents et pour nous aussi, en se disant que vraiment ça a permis de freiner cette myopie et de moins l'handicaper dans sa vie au quotidien. Est-ce que ça coûte cher, ces verres ? C'est un budget qui est un petit peu plus élevé effectivement qu'un verre standard, mais il faut se dire aussi qu'on capitalise sur du temps et du confort, mais effectivement éviter le port de lentilles ou une opération plus tard. Éviter effectivement et surtout éviter, je dirais, des pathologies futures qui peuvent arriver avec des fortes myopies. C'est surtout ça. C'est peut-être important de rappeler aussi l'importance d'une prise en charge précoce de la myopie parce qu'il peut y avoir des complications, docteur Bosc. Ah, tout à fait. Plus l'œil va être myope, plus il va y avoir de pathologies et des pathologies qui peuvent être très sévères. Voilà. Il faut comprendre que la rétine, allez, je vais faire une comparaison qui vaut ce qu'elle vaut, mais on peut la comparer à une moquette. Et plus l'œil va s'allonger, plus la moquette va être étirée. Et à un moment donné, ça peut craquer à différents niveaux et entraîner des gros problèmes. D'où l'importance aussi de faire des fonds de l'œil régulièrement, même si on a été opéré ou quoi que ce soit. L'œil reste myope. Si on a été opéré, l'œil reste myope. Il a été opéré du côté optique et pas du côté... voilà, si un œil fait 30 mm, un œil normal fait 23 mm de diamètre. S'il fait 30 mm, il est beaucoup plus fragile. On peut faire la comparaison. Si vous mesurez 1,70 m et 2,40 m en hauteur, ce ne sera pas la même chose.
Alors, ça c'était pour la myopie. On va dire quelques mots sur l'hypermétropie, bon, qui est un peu moins fréquente puisqu'elle concerne à peu près 13% des adultes, 5% des enfants. Que se passe-t-il quand on est hypermétrope? C'est l'inverse de la myopie. Hein. Exactement, c'est-à-dire que l'image va se former en arrière. Quand l'image se forme en arrière, quelle est la réponse naturelle? C'est le cristallin va se contracter, c'est ce qu'on appelle l'accommodation. Si on a une petite hypermétropie, cela se passe plutôt pas trop mal, notamment quand on est jeune. Quand on est plus âgé, en âge de la presbytie, c'est le cristallin qui fonctionne moins, et là, ça passera moins bien. Quand on a une forte hypermétropie, c'est-à-dire quand l'image va se former beaucoup plus loin derrière, eh bien, il existe un réflexe accommodation-convergence et le jeune enfant peut présenter un strabisme. Il est donc très important de dépister ces hypermétropies et, si cela est nécessaire, de les corriger assez rapidement en fonction de leur puissance et de l'âge de l'enfant. Donc là aussi, il y a une origine génétique, il peut y avoir aussi une origine environnementale, comme pour la myopie? Alors, l'origine génétique, certainement. Il y a des familles d'hypermétropes, de strabisme et tout ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais au point de vue environnemental, jusqu'à présent, on n'a pas trouvé vraiment de cause. Alors, vous avez dit, on n'a qu'à leur faire beaucoup d'écrans à ces gens-là. Bon, oui, c'est ce que j'allais vous demander. L'astigmatisme. Parce que c'est vrai que là, c'est un trouble qui se concentre surtout sur la cornée. Hein. C'est une déformation de la cornée. C'est-à-dire que la courbure n'est pas parfaite, c'est ça? Alors, c'est exactement. Alors, la comparaison que je fais et les métaphores que je fais, on prend un ballon de foot, voilà, et un ballon de rugby. Et on voit qu'ils ne rebondissent pas pareil. Eh bien, la cornée, soit elle est bien sphérique, et elle va former l'image bien comme il faut, bien focalisée en un seul point sur la rétine, soit elle est ovoïde, et là, l'image va être un petit peu plus ovale et ça va compliquer les choses. Il va falloir utiliser une correction différente. En fait, on peut être myope et astigmate, on peut être hypermétrope et astigmate. Et on peut, et puis il peut y avoir même combiner. Mais ça, il faut poser la question à l'opticienne. Oui, alors. Effectivement, on peut être myope, hypermétrope, myope astigmate, hypermétrope astigmate, et parfois myope, hypermétrope et astigmate. Oui, voilà. C'est la triple peine, là. Et parfois aussi presbyte, c'est comme ça. Très bien. Alors, on va parler des troubles liés à l'âge maintenant. On parlait de la presbytie il y a quelques instants. Pourquoi est-elle inéluctable, Dr Bosc? Qu'est-ce qui se passe quand on devient presbyte? Voilà, vous imaginez, si on regarde la petite lentille qui est à l'intérieur, le cristallin, c'est un organe, tout comme les cheveux ou les ongles, qui va grossir toute la vie. Il va pousser toute la vie. Arrivé à un moment, en général, c'est vers 40-45 ans, monsieur, il n'aura plus tout à fait assez de force pour se contracter. Alors au départ, on va remarquer qu'on commence à éloigner un petit peu les objets, que c'est plus confortable de regarder un peu plus loin. Puis quand c'est un peu trop loin, on va dire c'est trop petit, mais quand c'est trop près, c'est flou. Quelques mots peut-être sur la cataracte et la DMLA, qui sont là aussi des maladies liées au vieillissement. Alors, c'est là aussi, l'analogie, c'est les cheveux blancs, sous réserve qu'on ait des cheveux, mais ça fait partie du vieillissement physiologique. Le cristallin va s'opacifier, il va s'opacifier sous l'influence du soleil, sous l'influence du tabac, alors, il peut y avoir des causes génétiques aussi, mais à un moment donné, quand il va s'opacifier, il va devenir moins transparent et l'image va se former de façon moins bonne sur la rétine et le patient va se plaindre d'une baisse de vision. Ça, je dirais, on peut imaginer un appareil photo avec un objectif et dans cet objectif, une lentille qui deviendrait sale. Vous regardez à travers un pare-brise embué, vous aurez à peu près les mêmes sensations. La DMLA, c'est autre chose. La DMLA, c'est une maladie de la rétine et on touche le neurosensoriel. Et là, c'est comme si les capteurs CCD ou anciennement la pellicule de l'appareil photo étaient déficientes. Et là, quoi qu'on fasse, même si on amène une image correctement sur la rétine, la perception sera mauvaise. Donc là, c'est une urgence. Là, il faut intervenir rapidement.
Merci beaucoup. Alors, on va parler maintenant d'un sujet qui fâche un peu, c'est la prévention de la santé visuelle. Où en sommes-nous en France? Puisque 57% des Français se disent inquiets pour leur santé visuelle, on peut les comprendre. Avec le vieillissement de la population, l'évolution des modes de vie, les troubles de la vue sont effectivement plus fréquents et notre système de soins n'est pas forcément en mesure aujourd'hui d'assurer une bonne politique de prévention dans ce domaine. Pourquoi sommes-nous aussi en retard en matière de dépistage en France? Parce qu'au final, c'est les patients qui en payent les conséquences. Anaïs? Je pense qu'aujourd'hui, on manque cruellement d'ophtalmologistes. Effectivement, il y a beaucoup de départs en retraite et qui font qu'on en arrive parfois, dans certains endroits, à des déserts médicaux avec un allongement des délais de rendez-vous. Après, c'est vrai que là, on a quand même eu une avancée avec, nous, la possibilité de pouvoir faire des examens de vue en magasin pour pouvoir faire des renouvellements. Donc, après, Anaïs, ça tombe très bien que vous parliez de ça, parce que justement, c'est le sujet que je vous propose de découvrir maintenant, puisque concernant le dépistage de la myopie notamment, mais des autres troubles aussi, des tests de myopie sont proposés par les ophtalmologues, ça on le sait, mais aussi, on le sait moins, par des opticiens. Et vous pouvez faire dépister vos enfants, même petits, dans un des nombreux magasins Écoutez voir, notamment. Et à Nantes, c'est Emma, 12 ans, qui vient se faire dépister. C'est un reportage de Cédric Manet et de Nick Ressman. Regardez. Ça fatigue les yeux, ça donne mal à la tête. Tout ce qui est un peu précis, tout ce qui est blanc et petit, je vais pas voir. Est-ce que tu arrives à lire les lettres? 2 fois par an, elle revient pour tester l'évolution de sa myopie. Parfait, et là? Un œil myope voit mieux de plus près, sa focus est en mode rapproché. Plus notre espace est réduit, plus l'anomalie risque de se développer. On a des enfants qui passent moins de temps dehors, qui passent beaucoup plus de temps à l'intérieur, que ce soit avec les jeux vidéo, avec l'école et tout ça. Alors là, avec l'appareil, on va prendre une mesure objective de la correction. Nathalie Château enchaîne les tests chez les enfants et adolescents comme Ninon. Ouvre bien grand. Première étape, Merci. déceler les troubles de la vue et mesurer l'importance de ces troubles. Légèrement myope et légèrement astigmate. Une fois qu'on a les corrections ici, on va pouvoir les reporter sur le réfracteur et affiner pour avoir le meilleur confort en fait sur ce qui sera les futures lunettes. Est-ce que tu arrives à lire la ligne de lettres qui apparaît dans le miroir ici? Concrètement, Nathalie fait défiler des verres pour atteindre une meilleure acuité visuelle sans que l'œil ne se fatigue. Très bien. Selon une étude du CHU de Poitiers, en France, un enfant sur 5 est myope et cela aura un impact important puisque plus de la moitié d'entre eux devra porter des verres correcteurs toute leur vie. Bon, en tout cas, c'était une information importante à faire passer, parce qu'avoir des rendez-vous chez l'ophtalmo, ça peut prendre beaucoup de temps, parce qu'on l'a dit, vous êtes moins nombreux. Donc voilà, si votre enfant commence à se plaindre de ne pas bien voir au tableau et que ses notes commencent à s'en ressentir, n'hésitez pas à les emmener chez l'opticien à côté de chez vous. Voilà, on a parlé de l'importance du dépistage. Parlons aussi prévention de ces troubles de la vue. Anaïs, quels sont déjà les bons gestes adaptés au quotidien pour préserver notre capitale vue? Alors nous, ce qu'on rappelle aussi aux clients, c'est d'avoir un bon éclairage. C'est important d'avoir un éclairage ambiant, plus quand on travaille en vision de près, avoir un éclairage directionnel pour vraiment avoir un bon confort visuel et puis faire des pauses visuelles régulières pour que le système visuel puisse aussi se décompresser, puisqu'effectivement on passe de plus en plus de temps sur les écrans. Donc il y a la règle des 3 x 20, donc tous les 20 minutes faire une pause de 20 secondes et regarder alors à 20 pieds, donc ça à peu près 5 mètres. Personne ne le fait, voilà, c'est important de le rappeler. La règle des 3-20, cligner souvent des yeux aussi. Voilà, c'est ça exactement, oui. Pour que le film lacrymal vienne bien recouvrir l'œil et puis avoir vraiment un bon confort visuel. Faire attention au soleil aussi, docteur Bosc, on n'en parle pas suffisamment, ça. Alors, le soleil est un facteur aggravant de la cataracte et de la dégénérescence maculaire. Vous ne viendrez pas à l'idée de ne pas mettre de crème solaire sur la plage, notamment chez les enfants. Mettez-leur des lunettes de soleil. C'est évident. Il y a un capital rétinien pour le soleil. Est-ce que l'orthopsie peut aider à prévenir les troubles de la vue? Pour le bien-être de tous les patients, on a besoin des ophtalmos, certes, mais des orthoptistes et surtout des opticiens. Je veux dire, il faut être pragmatique, le patient il a besoin d'être examiné. C'est pour ça que le dépistage chez les opticiens me paraît essentiel. Après, pour l'orthoptiste va apporter un plus, puisqu'elle peut dépister les problèmes de vision binoculaire, d'oculomotricité, et à partir de là,
prendre en charge ces déficiences. Vive la médecine intégrative. Anaïs, est-ce que vous travaillez aussi avec des orthoptistes ? Oui, on travaille avec des orthoptistes, effectivement, quand on suspecte un problème de vision binoculaire, comme le disait le docteur Bosc, eh bien on redirige vers un orthoptiste pour qu'il y ait une prise en charge vraiment qui soit globale. Et une rééducation, voilà, notamment en cas de strabisme, exactement, etc. Alors, on a parlé dépistage, prévention, parlons maintenant solution. Parce que si un jour on ne supporte plus ses lunettes ou ses lentilles, il y a l'option opération, et celle qui est aujourd'hui la plus couramment pratiquée, c'est celle de la myopie. Alors Cédric Manet nous emmène justement à Nantes, à la clinique Jules Verne, où 4 chirurgiens pratiquent 10 à 20 opérations par jour. Donc âme sensible, ne pas forcément s'abstenir, hein. Vous ne verrez pas de sang, pas de patient qui souffre, bien au contraire, regardez. Ce matin, Anne-Claire est décidée, elle franchit le pas de l'opération. La raison, se débarrasser de sa myopie et de ses lunettes. Je me suis retrouvée à avoir des problèmes de vue à l'âge de 25 ans, donc avec des lunettes à porter toute la journée, du matin jusqu'au soir, comme ça, un peu du jour au lendemain. C'est assez gênant, ça me gêne dans ma vie quotidienne, donc voilà, c'est une prise de décision de passer par la chirurgie réfractive. Bonjour madame. Peu après, la patiente est déjà au bloc pour une opération qui ne dure que 20 minutes pour les 2 yeux. Quand ça va être bon, la pression va augmenter un petit peu et le point rouge va disparaître. Ça va durer 25 secondes. Depuis une quinzaine d'années, le laser a révolutionné la façon d'opérer, augmentant la précision et réduisant la durée de l'opération. Et donc là, on est en train de faire la découpe, il reste 7 secondes. La découpe est faite. Ça va pour vous? Très bien, merci. Je suis en train de cliver le capot de la cornée, donc c'est la seule étape manuelle qui reste de cette chirurgie-là. La correction se passe également au laser, dans un temps record. Il y a 5 secondes de correction laser. Là, c'est le laser qui est en train de corriger la vision. Et donc là, la vision est déjà corrigée. Voilà madame, on a fait l'œil droit, ça s'est super bien passé. Ça va pour vous? Très bien, merci. Pas trop stressé? Ça va. Hop, ça va. Quelques minutes après l'opération, la patiente a déjà retrouvé une vue impeccable. Je suis ravie. Là, vous choisissez à lire l'heure qui est à 3 mètres là? Ah, tout à fait, 9h39 et 55 secondes. La vie peut reprendre sans les lunettes. C'est incroyable quand même, hein. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir quand même avant de se lancer dans l'opération de la myopie? Déjà, est-ce que ça fonctionne à tous les coups, docteur Bosc? Alors, l'opération que vous présentez consiste à sculpter la cornée. Et si la cornée est trop fine, ça ne sert à rien de la sculpter, on va faire que des bêtises. Si la cornée, quand on la sculpte, on l'aplatit pour la myopie. Si la cornée est déjà très plate, l'aplatir encore plus, ça va devenir très difficile et entraîner un inconfort visuel très important. Donc, tout le monde n'est pas éligible à cette chirurgie. Il faut savoir que plus la myopie va être forte, plus on va avoir besoin d'une cornée épaisse et d'une cornée qui va être cambrée. D'où l'importance, on revient à ce qu'on disait au départ, d'avoir la plus petite myopie possible pour pouvoir la traiter au laser. Et d'où l'intérêt d'avoir des verres freinateurs. Est-ce qu'il y a des risques inhérents à l'opération quand même? Il faut tenir compte de la sécheresse et de la sensibilité de l'œil. Quelqu'un qui a un œil sec, ça va être plutôt compliqué de l'opérer au laser. L'opération de l'hypermétropie, elle est au point, elle, en quelques mots? L'œil hypermétrope, contrairement à l'œil myope, est un œil beaucoup plus petit. Et quand on va aller vers les fortes hypermétropies, mettre une lentille dans l'œil, si ce n'est pas accessible au laser, ça peut s'avérer beaucoup plus compliqué. Merci en tout cas pour toutes ces précisions. Alors, en dehors des progrès incroyables de la chirurgie réfractive des 20 dernières années, c'est vrai que l'industrie optique est un marché en pleine expansion avec de multiples innovations. On va en citer quelques-unes. Il y a les montures anti-chute qui peuvent être très intéressantes chez les personnes âgées, des lunettes contre le daltonisme, des fils pour soulager les migraines et les troubles du sommeil, une cornée synthétique contre la cécité. Ça a été une première en Israël en 2021. Et je vous propose de terminer cette émission par une dernière innovation qui va faire du bien à notre planète. Ce sont des lunettes biodégradables, sans plastique, leur nom juste, regardez. « 400 ans, c'est le temps nécessaire pour la dégradation naturelle de lunettes traditionnelles en plastique. C'est pourquoi de plus en plus de fabricants se tournent vers des produits moins polluants.
Alors, on utilise des matériaux d'origine végétale et biodégradables. Donc, elles sont fabriquées à partir de poudre végétale type coquille d'huître, des farines végétales aussi. On utilise des déchets de bois breton, des roseaux d'Indre, et aussi on utilise un dérivé d'huile de ricin, du coup, des matériaux naturels. En moyenne, en France, on change de lunettes tous les 3 ans, mais pour ces lunettes biodégradables, ce n'est pas fini pour autant. Concassées puis recyclées, avec les chutes obtenues, de nouvelles montures sont fabriquées. Alors, les montures sont recyclables jusqu'à 3 fois. C'est quelque chose qui est bon pour la planète. Et puis, à l'heure où on a encore beaucoup de montures en acétate, les clients sont quand même assez conquis par ce critère, cette caractéristique. Autre tendance, la fabrication française, les Vosges, l'Ain, le Jura et la Loire-Atlantique, autant de départements riches en production de montures qui n'ont pas parcouru les 10 000 km de Chine pour arriver sur votre nez. L'origine France est demandée et puis oui aussi le recyclage, les gens sont assez sensibles à ce critère. Ces montures plus vertueuses ne sont pas forcément plus chères que celles en plastique. Elles se vendent entre 60 et 170 €. Ah voilà, c'est juste bien. On avait envie de vous parler de cette belle initiative, prendre soin de sa vue tout en prenant soin de sa planète. Mais il y a vraiment un message à retenir, c'est l'importance d'un dépistage le plus précoce possible, surtout pour la myopie. Donc un grand merci à tous les deux, merci à tous de nous avoir suivis, merci de votre attention. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain numéro de La Santé d'abord. D'ici là, portez-vous bien. Le groupe Vive vous a présenté La Santé d'abord, le programme qui prend soin de vous. Groupe Vive, entrepreneurs du mieux vivre.